Bonjour à tous. Un mot introductif pour remercier de nouveau l'équipe du Master et en particulier pour l'organisation de cette journée malgré toutes les difficultés et pour la remercier d'autant plus qu'on a un immense plaisir à être parmi vous et à être ensemble aujourd'hui. Donc, c'est une communication qui s'insère finalement assez bien, je crois, dans le cadre de ce qui a été exposé ce matin par le directeur, en disant que dans le master, on développe finalement une sorte de pratique hybride qui est à la fois en forme de culture d'action, la culture du projet, et puis d'autre part, une culture disciplinaire et une culture transdisciplinaire qui forment des praticiens à l'approche assez hybride. Donc nous, on est là aujourd'hui en tant que maître d'œuvre pour parler d'opérations et de ce que ces opérations peuvent apporter à la fabrique générale et à la connaissance générale de l'histoire des jardins. Lorsqu'on commence à travailler sur un diagnostic, toujours face à un nouveau site, on commence par, d'une part, s'intéresser aux données générales du site, sa géographie, son hydrographie, son sol, etc. D'autre part, on a une approche habituelle qui consiste à croiser ce site à l'histoire de l'art des jardins de manière générale. Et puis, à une troisième échelle, on s'intéresse un contexte local à une autre échelle, plus petite échelle, qui permet de dessiner des commanditaires, des créateurs de jardins, un contexte économique avec des artisans, avec des pépiniéristes, avec des professionnels qui œuvrent sur un territoire à un certain moment. Et donc, ce contexte qui est étudié au gré des opérations dessine progressivement une sorte de canevas local qui permet d'intéresser une micro-histoire régionale, parfois nationale ou internationale, des jardins via l'identification de personnes et d'acteurs singuliers. Donc, c'est ce thème-là qu'on vous propose d'explorer au travers de cette communication. Et on va s'appuyer sur essentiellement une opération de réhabilitation sur laquelle on a exercé tous les deux, donc entre 2015 et jusqu'à quasiment à aujourd'hui, qui est l'opération de restauration du château de Sassenage. En deux mots, château de Sassenage, enfin du parc du château de Sassenage, évidemment, des formations d'architectes du patrimoine. Ce parc, c'est un parc classé situé dans le département de l'Isère, qui a la particularité de superposer trois strates historiques et paysagères, une strate régulière du XVIIe siècle, une strate anglo-chinoise de la fin du XVIIIe et un parc paysager 1850, les trois étant finalement assez facilement identifiables par le visiteur, sous réserve qu'il ait quelques repères en histoire des jardins. Le parc régulier, ou la strate régulière, est composée autour d'un axe de composition sur lequel on va retrouver une cour d'honneur, de manière très classique, le château XVIIe, et une succession de parterres géométriques fermés par des quinconces et dans le fond par des massifs arborés qui s'achèvent sur un pavillon, une fabrique. Le jardin anglo-chinois vient partiellement en remplacement de cette structure régulière, puisque la structure régulière est maintenue uniquement côté cour d'honneur, avec toujours ses parterres, avec les édifices qui fermaient la cour qui sont transformés en douves d'apparat au XVIIIe, et le remplacement des parterres réguliers par une structure irrégulière, des allées sinueuses dans les sous-bois, qui permettent de dessiner un grand parterre central gazonné, la transformation du réseau hydraulique qui passe des bassins et des jets d'eau à un système de rivières, cascades, etc. Et la transformation du pavillon classique du XVIIe en un pavillon chinois. Qui est assez bien documenté, et au milieu du 19e, donc l'extension, si on veut, de ce jardin, puisque vous avez noté que toute la partie de gauche était auparavant assez peu définie sur les dessins, puisqu'il s'agit d'une partie productive du domaine, qui va être transformée en vaste parc paysager en 1850. L'objectif n'est pas ici de vous faire un cours sur l'histoire du château de Sassenage, donc c'est simplement pour donner le cadre, et puis on en restera là pour la définition historique des lieux.
Donc, lorsqu'on commence à travailler sur ce sujet-là, finalement, c'est un site qui est relativement bien documenté dans les années 90 par une série d'études, dont une étude opérationnelle du master en 99 ou en 2000. Mais ce qui change considérablement entre ces années-là et notre intervention, c'est l'établissement de l'inventaire complet du fonds d'archives privées du château, qui nous permet, lorsqu'on réalise le bilan documentaire, de doubler la matière historique sur laquelle on peut s'appuyer dans le cadre des études. Il y a trois axes qui sont développés en particulier dans l'étude historique, qui sont la documentation de ces trois phases d'aménagement, qui sont les créateurs de jardins, puisqu'on identifie les créateurs de jardins sur le parc, mais qu'à ce moment-là, il s'agit de personnages sur lesquels on a quand même assez peu d'éléments nous permettant de motiver, de structurer un projet de restauration. Et le troisième axe qui nous est utile à explorer du fait des particularités du parc, est la question de l'acclimatation des plantes et du voyage des plantes à l'échelle locale. Alors, le premier personnage qu'on va explorer ensemble est Curten Aîné, puisque les archives du château possèdent un médaillon peint qui fait la taille d'un ballon de football, qui est ce document-là qui représente le château dans un paysage assez particulier. En fond, les massifs montagneux caractéristiques là, du lieu, donc on est au pied du massif du Vercors, et au premier plan, le château, un système d'allées, de rivières, on ne sait pas encore très bien à ce moment-là, qui serpentent sous des massifs arborés, et puis dans le fond, ce fameux pavillon chinois dont on ne savait pas très bien s'il avait existé ou est-ce que c'était une vue de l'esprit, une date 1799. Alors bon, l'étude historique permet d'affirmer finalement de manière assez certaine, et puis encore confirmée par l'archéologie, que cette représentation-là n'est pas du tout une vue de l'esprit qui correspondrait en rien à ce qui a été réalisé, mais qu'au contraire, le jardin 1800 ou 1799 est assez fidèle à ce qu'on voit ici, avec donc ce parterre central, ces allées latérales qui dessinent la promenade, et puis en fond, ce premier décor mise en scène, des pittoresques constitués du pavillon chinois et à l'arrière de ces massifs boisés, qui par ailleurs masquent le village qui est à l'arrière, et qui permettent de faire la transition spatiale directe avec les massifs situés à l'arrière. Donc on s'intéresse à ce Curten, dont on sait que c'est un personnage un peu identifié dans le monde des jardins, parce qu'il a réalisé, enfin il a publié un essai sur les jardins, qu'on n'est pas du tout les premiers à pointer du doigt évidemment. Alors ce Curten, son père est jardinier finalement, ou est plutôt inspecteur des jardins du grand électeur de Cologne. Donc il commence à dessiner finalement un parcours de vie à une échelle qui dépasse le strict bassin grenoblois, parce qu'on est à 5 km de Grenoble. Et puis son frère est jardinier du roi de Piment-Sardaigne à la cour à Turin. Donc voilà, on commence à dessiner une carte locale, et on sait qu'à partir de 33 ans, il habite quasiment à Grenoble, à La Tronche, le village voisin, est à Grenoble. Et puis, au travers de ses écrits, on apprend que, bon, à partir de ses 18 ans, il voyage dans les différentes cours européennes pour visiter les jardins, les dessiner, les relever, rencontrer les savants qui œuvrent aux différentes sciences convoquées dans l'art des jardins. Il est instruit évidemment par son père, qui travaille pour les jardins du grand électeur. Et lorsqu'il s'installe près de Grenoble, il crée assez rapidement avec son frère une pépinière. Donc il est pépiniériste, correspondant de différentes sociétés d'agriculture, d'histoire naturelle, et membre de plusieurs académies. Alors, dans ces différents écrits, parfois, il signe en tant qu'architecte de jardin, cultivateur, ingénieur de jardin, pépiniériste, agriculteur. Donc, a priori, un profil assez polyvalent et là encore transversal au niveau des disciplines, puisqu'il s'agit à la fois d'un homme de l'art qui dessine et compose des jardins, mais également d'un technicien, d'un ingénieur qui est très au fait des questions des sciences de la botanique, de l'agriculture et des sols.
Alors, il nous laisse son écrit sur les jardins qui nous permet de comprendre et de documenter ses actions en tant que créateur de jardin, très utile dans le cadre d'une restauration. Mais il nous laisse également d'autres ouvrages plus techniques parfois, effectivement, sur par exemple le guide du cultivateur, un ouvrage à destination des agriculteurs dans lequel il reproduit des tableaux de correspondance de plantes et autres en proposant des introductions de plantes de culture aux agriculteurs, des mémoires et des ouvrages également sur les plantations en milieu urbain et sur les questions de salubrité publique. Et cet ouvrage, dont je ne suis pas certain qu'il a été publié un jour, mais l'agriculture éclairée par la chimie, c'est-à-dire en quoi est-ce que les engrais peuvent améliorer la condition des agriculteurs. Il s'inscrit via ses correspondances, ses amitiés et ses partenariats dans un réseau un peu plus vaste, une fois de plus, que le réseau grenoblois, avec des collaborations avec Jean-Marie Morel, donc peut-être le principal architecte du renouvellement des jardins dans les années 1770 à 1810, qui l'érige comme maître en termes d'esthétique et d'approche des jardins. Le curé Dominique Chay, qui est le mentor de Dominique Villard, l'un des botanistes importants du Dauphiné, Fontaine, architecte de Montpellier, Percier Fontaine, de Barral, qui est un préfet et un industriel du Dauphiné, qui va lui mettre à disposition des terrains pour réaliser ses pépinières. Et enfin, c'est un peu anecdotique, mais on y reviendra tout à l'heure, ça permet de faire la transition de deux parties, un certain Bache, entrepreneur de jardin, puis responsable de jardin de la ville de Grenoble, avec lequel il échange au cours de ces correspondances qu'on a pu consulter dans les archives. Donc, on a identifié une dizaine de jardins dans lesquels Curten intervient. Alors, Curten, Ernest Curten, donc qui signe tout le temps Curten aîné de la fratrie, intervient alors aussi bien en tant que créateur complet de jardin, auteur, qui compose alors non pas des plans, mais des vues, un peu à la manière des lunettes, des lunettes, enfin, c'est vu en perspective de jardin. Alors celle-ci elle est très particulière parce que c'est un jardin régulier, c'est le seul qu'on a identifié comme jardin régulier de Curten, mais sinon les autres sont plutôt évidemment des jardins irréguliers dans leur temps. Mais parfois il intervient simplement en tant que pépiniériste, vendeur de plantes ou conseiller sur les questions de culture. Donc la présence de Curten nécessite toujours d'avoir un regard un peu critique pour savoir ce qui réellement a été fait par Curten. Second personnage, où on a le temps? 13 minutes, merveilleux. Le deuxième personnage, vous vous souvenez qu'on vous parlait d'un certain Bache à la ville de Grenoble, eh bien son fils, Honoré Bache, intervient également au château. En 2015, on a un plan signé par Bache, 1850, qui correspond peu ou prou au jardin tel qu'il a été modifié et au projet tel qu'il a été réalisé dans les années 1850. Vous avez ici la vue aérienne 1925, la toute première, et voilà, on a, à l'exception faite de l'étang du lac qui n'a pas été réalisé, l'exact projet de Bache. Et son intervention est entièrement documentée par une série de photographies des années 1850 qui font partie du fonds d'archives du château. Ce Bache, on a du mal à le documenter au départ, on ne comprend pas très bien qui c'est. C'est au travers de la correspondance du marquis qu'on lui met un prénom et qu'on finit en consultant les musées départementaux par localiser, non pas dans des fonds relatifs au jardin, mais dans des fonds relatifs à la peinture, puisque ce monsieur est un aquarelliste et un peintre relativement reconnu entre les années 1840 et 1870, et il va réaliser une série de peintures qui, par chance pour nous, vont être exposées à l'occasion d'une exposition au musée dauphinois sur Grenoble et ses peintres. Donc on a là la première mention, on retrouve notre Bache et on comprend, alors on a la totalité de son nom et de son prénom à ce moment-là, et on finit par comprendre qu'il n'est pas créateur de jardin, il est architecte voyer du département, ce qui veut dire qu'il dessine les routes, les ponts, et il a une formation technique qui lui permet
d'assurer la responsabilité de voyer en chef du département de l'Isère pendant plus de 20 ans. Alors, à partir de là, on a 2 ou 3 peintures qui ont été identifiées, mais on explore la piste des galeries d'art, puisqu'on n'a pas d'autres pistes. Et via les galeristes grenoblois, on a accès à des collections privées qui nous permettent d'identifier toute une série de peintures, on a une quinzaine, de consulter des carnets de dessin extrêmement précieux du créateur de jardin, où on retrouve, alors d'une part, parfois des peintures de jardins célèbres comme ici Jardin de Ville à Grenoble, ou dans son carnet de croquis, le parc de Buffon à Montbard, et où évidemment on se dit qu'il est allé s'intéresser à la fois au jardin et au travail réalisé par Buffon sur l'acclimatation des plantes et la botanique de manière générale quelques décennies auparavant. Alors, on a identifié finalement quelques jardins quand même, réalisés ou proposés par Bache, qu'il s'agisse de squares urbains tout à fait dans leur temps, hein, en termes de propositions paysagères, ou de plantations de parcs et de promenades urbaines, comme ici sur l'ancien glacis du rempart de Grenoble, lorsque la plantation du glacier est autorisée, avec la première création de la promenade de l'île verte. Alors là encore, au niveau du réseau, on s'aperçoit que cette personnalité nous permet d'identifier des cercles d'initiés, de professionnels qui vont œuvrer donc au renouvellement au niveau local de l'art du jardin. Pour n'en citer que 2, Alexandre Debelle, le peintre, qui va activement participer à la publication des atlas pittoresques de la France, ou encore le fameux marquis Raymond-Ismillon de Béranger, qui est le commanditaire du fameux parc de Sassenage dont on vous parlait tout à l'heure, et qui lui-même a une pratique artistique en tant que photographe et va exposer aux côtés de Bache lors de plusieurs expositions d'art et de peinture dans les années 1840 et 1850. Ils sont tous les deux membres actifs de la Société des Amis des Arts, d'où probablement une rencontre et une commande passée en 1850 à Honoré Bache pour le redessin ou la transformation du parc du château de Sassenage. Et là, on passe sur le deuxième volet en fait de l'étude historique où on s'est intéressé à l'acclimatation et au commerce de plantes. Pourquoi? Parce que le marquis finalement habite Paris, il a fait beaucoup de photos de parcs et jardins sur la région parisienne, il les ramène à Grenoble et avec Bache, ils vont prendre la décision de dessiner ce parc. Alors, on a parlé de Curten, hein, qui est à Voiron, qui habite la Tronche, donc qui a sa pépinière universelle. Et finalement, dans les archives du château, on découvre des listes de végétaux. Et là, on a 2 pépiniéristes qui reviennent, qui est Roux des Corneilles, qui habite à la Tronche, comme précédemment Curten. Et on en a un second qui est sur Grenoble. Alors, pourquoi une étude sur l'acclimatation et sur l'horticulture à Grenoble? Parce qu'avec une liste de végétaux, on est allé sur le terrain pour confronter un peu ce qu'on avait toujours ou pas. On avait toujours des platanes, des cèdres, etc., ce qu'on avait sur la liste primaire. Et puis, il y avait d'autres arbres qui avaient disparu. Donc après, on s'est demandé pourquoi pas réintroduire les plantes qui ont disparu. Est-ce que ces plantes étaient cultivées à l'époque dans l'arrondissement de Grenoble? Est-ce qu'elles étaient importées aussi, puisque à cette époque-là, le Paris-Lyon Marseille vient d'être créé, donc il y a des mouvements de plantes assez importants. Donc toutes ces questions-là nous ont poussé à aller fouiller dans les fonds départementaux et les fonds de la bibliothèque municipale de Grenoble pour trouver des catalogues, notamment de pépinières, et essayer de créer une cartographie de tous ces pépiniéristes. Par conséquent, on commence avec celui d'avant, donc la pépinière royale, puisqu'en fait, la première pépinière qui existait à Grenoble, c'était 1786. Elle est montée par Dominique Villard, donc qui est ami avec Barral, avec tous ces gens-là. Encore une fois, une histoire de réseau. Et cette pépinière, elle est montée en même temps que le jardin botanique de la ville de Grenoble. Elle est à la Tronche, elle existe, il y a toujours des morceaux qui existent, puisqu'aujourd'hui, c'est l'université de médecine. Et nous sommes en bordure d'Isère. Donc, nous avons des catalogues, nous savons ce qu'ils vendent. Pourquoi faire une pépinière à cette époque-là? Les raisons sont assez drôles. La première, c'est planter des arbres en ville.
La seconde, c'est inciter les propriétaires privés à planter des arbres chez eux. La troisième, c'est essayer de trouver de nouvelles essences pour planter en forêt. Ensuite, la pépinière ferme en 1792, et puis Roux des Corneilles, qui a fourni des arbres au château, reprend les plantations, et notamment une partie des arbres de cette pépinière. En 1812, on a deux pépiniéristes dans l'arrondissement de Grenoble, un à Voiron, donc on retourne toujours à Voiron, et l'autre toujours à la Tronche. En fait, en 1870, 70 ans après, on a une quinzaine d'établissements, et si on regarde les localisations, on est toujours à Voiron, ou alors on est toujours à la Tronche. Donc on se demande un peu pourquoi il y a ces lieux qui reviennent. Et finalement, avec Roux des Corneilles, qui publie deux très jolis catalogues quand même pour l'époque, hein, en 1844, catalogue de végétaux. Donc on a des arbres, on a des arbustes, on a des rosiers, on a des dahlias, on a même des plantes de serre, et on commence à avoir des plantes grasses. Encore une fois, nous sommes à Grenoble, ça peut paraître un peu bizarre, puisque on est plutôt sur un climat qu'on pourrait qualifier de montagnard. Et dans ces catalogues, on apprend tout simplement que les terres de la Tronche dominent la production horticole pendant quasiment 2 siècles, hein, donc 18e, 19e jusqu'en 1900, tout simplement pour une raison d'implantation. Elle se justifie par l'existence d'un climat particulièrement propice à la culture, et là je cite le catalogue de l'époque, adouci par l'exposition au sud-est du massif de la Chartreuse, ce climat est mi-océanique, mi-continental, avec des influences méditerranéennes, un caractère montagnard qui s'affirme en altitude. Protégée des vents du nord, la partie basse de la commune a la réputation de disposer d'un climat local clément et est parfois surnommé le Petit Nice. Par conséquent, quand vous cherchez à comprendre pourquoi les végétaux peuvent parfois disparaître aussi et pourquoi ils sont implantés et qu'ils ne tiennent pas, on peut se poser la question d'où ils sont produits. Là, pour l'occurrence, c'est un terrain assez favorable. Et nous, par contre, à l'époque de Roudet, Bâche et autres, ces végétaux partent direction le Vercors avec des conditions qui sont un peu moins sexy, puisque à 14 heures l'hiver, il fait nuit à Sassenage, et l'été, à 17-18 heures, nous n'avons plus de soleil non plus. Donc ça pose des problèmes de gel et, à contrario, des problèmes de chaud aussi sur ça. Tout ça pour finir en disant que cette recherche, elle est aussi accouplée avec les recherches sur les sociétés d'agriculture. Je dis bien agriculture, puisque la société horticole grenobloise, c'est 1886, donc c'est extrêmement tardif. C'est l'édition de revue à l'époque, et c'est aussi donc les traités. Ça va être Curten, mais ça va être d'autres, et notamment un qui est sur la culture du mûrier, qui est Charel. Charel qui se plaint à l'époque, donc on est en 1850, du PLM en disant que les pépiniéristes grenoblois subissent une concurrence déloyale avec l'arrivée des végétaux qui viennent du sud. Alors, une fois de plus, l'enjeu n'était pas de vous parler de toute l'histoire de ce parc des châteaux de Sassenage, sinon on aurait pu parler des apports de l'archéologie et notamment de la découverte au moment du chantier d'une villa gallo-romaine sous le parc, ce qui était un moment assez amusant. On a quand même, au terme de ce travail-là, puisqu'il s'agit ensuite, une fois qu'on fait ces études, de chercher à les valoriser et puis à les transmettre, on a, avec l'appui très fort du propriétaire, qui est la Fondation de France, pu publier là, ce petit ouvrage aux presses universitaires de Grenoble, dans lequel, justement, dans le même sens, dans la même logique que cette exposé d'aujourd'hui, dans lequel on a essayé, non pas de raconter l'histoire d'un domaine, ce qui intéresserait les gens qui s'intéressent au domaine, mais de raconter un milieu, un contexte et une évolution de l'art des jardins à l'échelle locale, en s'appuyant essentiellement sur un seul domaine qui était pour le coup notre objet d'étude, sur lequel on avait l'essentiel de la matière. Alors bon, n'en déplaise à Hervé Bruno, on a fait une approche qui est chronologique, on est resté très simple dans l'approche. Mais voilà, l'approche était la même, de pouvoir chercher à finalement parler de la grande échelle grâce à l'exemple de la petite échelle du domaine. Merci pour votre attention. Approche chronologique et très bon timing. 25 minutes chrono. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît?
Oui. Alors, le livre est dans le fond de la bibliothèque, bien sûr. Une remarque, plutôt une question, puisque j'ai eu l'occasion de voir un magnifique plan de Curten en Piémont, au jardin Vittorione. Et donc, voilà, très récemment, j'ai découvert Curten, alors le frère de celui-là, dans les jardins de Piémont. Il a une réputation là qui est presque le nôtre national. Donc chez nous, au contraire, il est assez confidentiel. Et justement, c'est assez intéressant de voir comment la dynastie se développe, comment il y en a un qui semble être quand même plutôt du côté de la production initialement à la tête de cette pépinière, etc. Et comment moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir si vous savez à quel point ils avaient des connexions avec ce qui se passait à Paris. Parce que, vous l'avez très bien dit, ils ont un profil déjà assez international. Il a voyagé, on sait qu'il a échangé des correspondances. À quel point est-ce qu'il pouvait être lié avec ce qui se passe au muséum, avec ce qui se passe en région parisienne, étant donné qu'on voit très bien les liaisons avec le jardin botanique local, etc. Est-ce que vous avez des éléments là-dessus ou pas trop? Alors en effet, donc Ernest en France à Grenoble, Xavier, son frère à Turin, qui est un personnage très reconnu et très étudié, à qui on attribue le parc de Racconigi, et sur lequel, pour lequel on parle d'une collaboration entre les deux frères Racconigi. Donc, Xavier Curten va rester le dessinateur des jardins du roi de Piémont-Sardaigne pendant un certain nombre d'années, mais sur ce domaine de Racconigi, il y a une collaboration entre les deux frères qui est effective et qui génère un peu de matière en termes d'études historiques et de documentation aujourd'hui. Donc, Xavier est très étudié par les Italiens avec un certain nombre de publications. Et Ernest Curten est né à Paris, à Grenoble, quasiment inconnu du grand public, mais aussi des professionnels. Pourtant, on a longtemps cru, nous, quand Curten est né, disait j'ai monté la pépinière en tant que savant botaniste avec de Barral, et j'ai mis mon frère à la tête, mon frère cadet. On était persuadé qu'il y avait 3 frères. Et en fait, non, on s'aperçoit en 10 ans de travail des chercheurs italiens que c'est ce fameux Xavier qui ensuite part, ce qui viendra à l'Italie, qui part à Turin pour faire ce travail. Alors, pour vous répondre sur les connexions parisiennes, si ce n'est des partenariats, des collaborations dans le cadre de commandes spécifiques, notamment avec Morel, à part pour ça, on n'a rien du tout parce qu'on n'a pas identifié de fonds personnels de ce Curten. C'est une dynastie qui ensuite dynastie, si on pense père, fils, tout dans les jardins, va ensuite former des jeunes militaires et donc des gens qui vont faire carrière dans l'armée. Donc il n'y a pas du tout de transmission de ce savoir-faire, en tout cas au niveau professionnel, passionné botanique. Donc il y a quelque chose qui se perd et après les connexions restent à étudier. Ensuite, ça se ferait sans doute dans un cadre plus universitaire que le cadre de notre pratique, qui est une pratique, pour le coup, assez empirique, mais de terrain. Oui. Moi, je suis piémontaise, donc je connais bien l'histoire de Chica. Il n'a pas seulement travaillé pour le roi de Sardaigne, mais pour toute la noblesse du Piémont. Donc, il avait un chiffre stylistique qui était très reconnaissable. Il plaçait des groupes, des arbres décoratifs et c'est comme ça et à travers les archives privées qu'ils ont pu comprendre vraiment où il travaillait. Et donc, est-ce que son frère a fait la même chose dans des autres endroits de la Val d'Isère, parce que vous avez travaillé sur des châteaux des assassinages, mais apparemment. Alors, c'est pas la même échelle de projet quand même que son frère. C'est-à-dire que quand on travaille pour les princes,
il y a voilà, une échelle de parcs et puis des moyens qui sont sans doute pas ceux auxquels avait accès l'Isérois, Curten et nous. Donc, dans la composition, finalement, il s'agit de composition voilà, pittoresque, avec des systèmes de promenade, des successions de tableaux. Donc on reconnaît bien là la patte Curten, mais qui n'est pas non plus son exclusivité. Hein. À ce moment-là, en 1800, c'est ce que font l'essentiel des paysaggistes, des créateurs de jardin. Donc, aujourd'hui, on n'a pas suffisamment d'exemples significatifs des productions de Curten. Ce qu'on peut par contre affirmer, c'est qu'il y a, là où il se distingue des autres à ce moment-là, dans cette aire géographique du Dauphiné, c'est par l'effort permanent d'introduction, d'acclimatation et de recours à des techniques modernes d'agriculture et sur le végétal, de choix de palette végétale. Alors, si vous avez des exemples de parcs français de Curten et de Vache, c'est l'occasion. C'est vrai que dans le traitement du dessin, on reconnaît quand même des manières de représenter le plan qui sont quand même assez communes à cette époque. C'est facile d'y trouver une patte, en tout cas. Un des tandems qui s'est formé au master. Il y en a quelques autres comme ça qui travaillent efficacement et on ne sait plus lequel est paysagiste, lequel est historien, lequel est architecte. C'est ça le traitement difficile. Vous travaillez dorénavant dans la même agence? Non, on est tous les deux. Tous les deux indépendants. Sur les projets encore. Il y a un axe rhodanien. Voilà. Merci beaucoup, Jérémy, Greg et Jérémy.